à ne toujours continuer à rester bien à partager, sinon vivre ensemble avec l'auteur de l'agression, ça me pose problème. Le mieux était de trouver des centres auxquels ces enfants-là peuvent être admis pour qu'une prise en charge soit psychologique, pour ne pas être financière, qu'on soit très prise à leur égard. Mais malheureusement, la prise en charge est toujours jusqu'à présent de pas effective. Donc je demande ici, le combat que nous sommes censés mener maintenant, c'est par rapport à la prise en charge. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est aussi continuer les sensibilisations. Parce que ces personnes, je ne suis pas les voyous, mais les personnes, ces délinquants-là qui continuent à agresser nos enfants, nos nièces et nos neveux, sont avec nous. Malheureusement, nous ne pouvons pas les chasser du pays. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? C'est de continuer les sensibilisations sur ces mineurs-là. Surtout les mineurs qui, malheureusement, continuent à les fréquenter. Mais je peux vous dire, avant de venir ici, j'ai eu un cas, je vous précise tout de suite, 2 jeunes filles mineures qui ont pris la ferme décision de voyager sur l'île de Moélie. Pourquoi? Parce que les parents voulaient leur séparer. Les 2 parents, ces 2 jeunes filles de 16 ans et 17 ans, ils ont pris un billet. Il y a un monsieur, un adulte, qui nous a remis les moyens de voyager pour l'île de Moélie. Pourquoi? Parce que les parents ont leur demandé de se séparer. Vous voyez ce qui se passe? Si ces enfants-là étaient sensibilisés, ce n'est pas parce qu'on vous a interdit d'être ensemble, parce qu'on vous soupçonne, on n'est pas que vous soyez ensemble parce que vous avez un mauvais comportement, mais ces enfants-là n'allaient pas prendre, et ça, qu'ils ont informé leurs parents. Donc je pense qu'il faut le côté sensibilisation, il faut que nous accentuions, que nous sillonnons les écoles, les quartiers, les villages, pour que ces enfants-là sachent qu'au moins, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour leur bien. Cela nous permettra aussi de pouvoir un jour être en mesure de canaliser, sinon de maîtriser sur le sujet. Je termine par dire, en 2023, nous en avions enregistré 60 cas d'agression sexuelle. En 2024, on est arrivé à 71. Donc, c'est que ça augmente ou ça ne diminue pas. En 2025, je ne le souhaite pas, mais selon les dossiers que nous recevons, les cas vont encore augmenter. Que faire? Vraiment, je le dis ici, la solution n'appartient pas à la justice seule. Il faut que tout le monde s'y mette. Les parents au premier rang, aux collectivités locales, à tout le monde. La justice, nous, notre mission, c'est d'incarcérer les auteurs de ces infractions-là. Mais le reste, ça appartient à tout le monde. Merci. Merci, monsieur le procureur, pour cet éclaircissement par rapport à l'approche juridique sur les violences faites aux femmes et aux mineurs. À présent, nous allons entendre l'intervention de la représentativité de la société civile, représentée ici par... Et ça aussi a été l'association de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Nous avons amené un expo photo sur le thématique du mariage précoce aux Comores. Et malheureusement, ce que j'ai eu comme information à travers ces photos, c'est que pas que les filles, il y a même des petits garçons, des mineurs de 16 ans qui sont victimes de mariage précoce et qui sont livrés à eux-mêmes à être pères de famille à 16 ans. Et ça, c'était très émouvant. On a fait le tour du département de Seine-Saint-Denis avec ces photos. Et la Réunion aussi avait une thématique de oser parler. Et c'est là où nous avons pris, après ce flambeau, de dire à tout le monde d'oser parler. Et nous sommes revenus au Comores avec plus d'expérience et plus d'outils pour faire parler les gens. Et à travers cela, nous avons monté beaucoup de projets justement pour faire parler et aussi pour amener à nos autorités. Et ça nous encourage et nous sommes initiatives. Tout d'abord, la société civile, moi je vais répondre à la question. La société civile est très importante dans cette lutte. Nous le savons, nous le vivons. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les associations qui sont là, les ONG qui sont là,
qui ont milité avec nous dans la plateforme de lutte contre les violences faites aux femmes, que nous avons tous milité ensemble. Je vois des têtes. Je vous remercie beaucoup de votre initiative et de vos luttes. La société civile est très importante, madame la coordinatrice. Nous vous remercions beaucoup de tout ce que vous avez fait pour que ce séminaire soit une réussite. Je n'ai qu'à vous remercier, chère assistance. Arrivé à la fin de ce panel, je dirais que l'assistance nous avons révélé ici et que dans toutes les mesures d'accompagnement, approche scientifique, je m'excuse, j'ai oublié, j'allais louper la présentation de l'Université des Comores, notamment de Madame. Qui sont faits aux enfants, aux adolescents, corps qui les détruit petit à petit et qui fait en sorte qu'à la fin, ça meurt de l'intérieur. Souvent, on parle des effets psychologiques parce que ça a des répercussions qui sont à la fin visibles, même si au début, ça ne se voit pas, mais des conséquences qui sont visibles à la fin. Mais on oublie aussi que le corps en lui-même souffre en silence. Et ces troubles qui sont invisibles peuvent à la fin devenir visibles, tout comme les troubles psychologiques. Tout à l'heure, Madame la responsable de l'Observatoire international des violences faites aux femmes a montré la peur, l'effroi que vivent au quotidien les personnes victimes de violences. Et sur cette lancée, en fait, je voudrais qu'on essaie de s'imaginer vivre au quotidien en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que femme dans un environnement violent. Et dans cette constante peur et ce stress qui est permanent, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver, on ne sait pas ce qu'on a fait pour que ça arrive, et c'est ce stress qui est permanent au quotidien. Quand un enfant grandit dans ce milieu-là, on a son cerveau qui apprend à être en stand-by, comme on dit. Ça apprend à être en mode survie, à synthétiser des hormones, on appelle ça l'hormone du stress, qui est le cortisol. Et l'enfant qui grandit dans ce milieu-là, avec cette peur, ce stress permanent, développe cette hormone-là agit au niveau du corps, surtout au niveau du cerveau, et qui ralentit tous les métabolismes. Ça ralentit, ça a des effets au niveau de la mémoire, de l'apprentissage, ça ralentit sa compréhension du monde, ça ralentit sa croissance, parce que c'est de l'allongement des os, de l'hormone de croissance. Alors tout ça affecte l'enfant au niveau biologique. C'est ce qu'on ne voit pas, mais qui arrive au quotidien. Alors, on a ces problèmes que l'enfant subit et que à un moment, cela peut devenir à long terme des problèmes qui deviennent physiques, où l'enfant est sujet à plusieurs maladies et à son système immunitaire qui est défaillant en elle-même. L'adolescent aussi, lorsqu'on est dans cet environnement qui est perturbant, lorsque l'enfant a subi ce traumatisme, que ce soit sexuel ou physique, alors on a la puberté qui est précoce et que l'enfant ne peut pas contrôler en fait les mécanismes qui se passent dans son corps parce que ce n'est pas naturel. Ce trouble affecte, donne une certaine anxiété qui est permanente aussi, qui aggrave le cycle menstruel de la fille en question, et tout ça